qui est le début de la Renaissance. Je suis le vassal du roi de France, et j'ai quelques chevaliers qui combattent à mes côtés en échange de protection et de quelques domaines que je leur octroie. J'ai également quelques gueux qui cultivent mes terres et me versent l'impôt, en échange de quoi eux peuvent prélever de quoi nourrir leur famille. J'ai d'ailleurs le droit de vie ou de mort, autrement dit, le droit de justice sur mes terres. Mais parlons un peu des chevaliers. Est-ce que vous savez comment on devient chevalier? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Dès l'âge de 7 ans, les garçons de haute lignée sont emmenés dans des châteaux. Ils deviennent pages. On leur apprend les bonnes manières, à servir à table, à monter à cheval et même à combattre. À l'âge de 14 ans, bien tassé les 14 ans, de page il devient écuyer, celui qui porte l'écu, un signonneur. Il accompagne son seigneur sur les champs de bataille et se bat même à ses côtés. À l'âge de 20 ans, après la veillée d'armes, c'est-à-dire une nuit de prière, il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'adoubement. Il est donc armé chevalier et se voit remettre sur l'épaule le plat de l'épée de son seigneur qui lui remet symboliquement l'épée et les éperons qui sont le symbole de la chevalerie. Une fois fait chevalier, je dois me tenir prêt à partir guerroyer sous les ordres de mon seigneur, et avec quelques serviteurs, mon écuyer, des soldats cavaliers et des archers. L'équipement du chevalier s'appelle le harnois. Il comprend ses armes, son armure, l'équipement de son cheval et même le mobilier qu'il emporte avec lui. Mais parlons de l'habillement du chevalier. Tout d'abord, il enfile un gant-bison ou pourpoint de cuir. Rembourré de feutre et de crin, il permet d'atténuer et d'amortir les chocs reçus. Ensuite, il enfile un haubert ou cotte de maille qui pouvait protéger le chevalier de la tête jusqu'aux pieds. Sur la tête, il enfilait un capuchon ou camaille en cotte de maille. Par-dessus le tout, la cotte d'armes, composée de petites écailles en acier qui se chevauchent et qui protègent le chevalier de tous les coups reçus, armes tranchantes et projectiles divers. Ce n'est qu'au XIVe siècle que l'armure atteint sa forme la plus évoluée et la plus efficace. Mais elle est très coûteuse et très lourde, environ 30 kilos, et voire même pour certaines armures de tournoi, 80 kilos. L'armure est composée de différentes parties métalliques. Il y avait le plastron pour protéger le torse, les spalières, protéger les épaules, les canons et les avant-bras, protéger les bras, les gantelets, quant à eux, protéger les mains, les cuissardes et les grèves, protéger les jambes, les solerets, quant à eux, protéger les pieds. Il y avait le gorgerin ou bavière pour protéger la gorge, et enfin le casque pour protéger le chef, autrement dit la tête. La forme du casque évoluait selon les âges. Il y avait tout d'abord le homme. Ben non, ben Raoul, c'est pas la guerre. Ben non. Oui, certainement Raoul. Alors, il y avait tout d'abord le homme, le bassinet ou bec de passereau, la barbute à pointe et à nasale. Il y avait aussi la salade à visière. Et enfin, pour finir, le chapelle de fer. La chapelle de fer. Qui d'ailleurs va très bien à Raoul. Oui, oui, oui. Je vais regarder un petit peu alors la chapelle de fer. Nous parlons des armes défensives, comme l'armure et les casques, dont nous venons de parler. Mais il y a aussi le bouclier. Le bouclier évolue au fil du temps. Tout d'abord, il fut rond, de bois ou de métal. Puis, en long ou en écu, pour protéger les jambes. Les cavaliers, quant à eux, utilisèrent un bouclier plus petit et plus maniable, sur lesquels ils posaient leurs armoiries. La targe est un bouclier de tournoi. Regardez, il a une forme particulière. Un passage est prévu pour la lance et l'arrondi du dessus pour voir arriver son ennemi. Le pavois est un grand bouclier qui se plante dans le sol, où les archers et les arbalétriers pouvaient tirer tout en restant protégés.
Je vais vous parler maintenant des armes offensives. Tout d'abord, commençons par l'épée. Cette arme est le symbole de la chevalerie. Seuls les gens de haute lignée peuvent la porter. Elle se porte sur le côté gauche, dans un fourreau rattaché à un baudrier. On dit de cette arme que c'est une arme de corps à corps. On dit d'elle également qu'elle est de taille et d'estoc. Pourquoi? De taille par son tranchant, d'estoc par son piquant. Il existe d'ailleurs plusieurs sortes de lames. Tout d'abord, la dague, petite et maniable. L'épée, qui peut faire jusqu'à 80 cm de long. La bâtarde, appelée communément une main et demie, qui peut faire, elle, jusqu'à 1,30 m. Et ensuite, le bran, épée colossale, plus redoutée par les chocs qu'elle imposait que par son tranchant. Épée difficile à manier, comme on peut le voir. Ces armes sont composées de plusieurs parties. Tout d'abord, la lame, que voici, la garde, qui sert à protéger les mains, la poignée pour la maintenir, et son pommeau, dans lequel on pouvait même y insérer des reliques. D'ailleurs, cette arme est aussi le symbole de la religion. Regardez, elle est en forme de croix. D'ailleurs, les enfants, certaines de ces épées ont marqué leurs époques et ont un nom qui perdure encore de nos jours. Est-ce que vous connaissez des noms d'épées célèbres? Oui. Excalibur, l'épée du roi Arthur, une autre. Durandal, l'épée de Roland, une autre encore. Joyeuse, l'épée de Charlemagne. Non, pas de joyeux. Mais j'y pense. Est-ce qu'une petite démonstration vous ferait plaisir? Non, attendez.